Vous êtes revenu? Excellente nouvelle. C'est récemment, en me baladant tranquillement sur internet, comme ça, pour passer le temps sur les sites de tech, que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'articles sur un certain MacBook M1 de chez Apple. Le produit n'est pas super récent. Beaucoup d'articles parlaient d'une révolution. Et du coup, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, en gros, ce produit-là, il a exactement la même tronche que celui de l'année d'avant. Je me suis dit, je la vois pas. C'est le même produit. Ils l'ont amélioré en termes de performance. Bah attendez, c'est un peu normal d'une année sur l'autre qu'on améliore les performances de son produit. Du coup, il y a un truc qui a dû m'échapper. Pourquoi on parle d'une telle révolution? Et en fait, la révolution est dans le processeur, le fameux M1. Et effectivement, au fur et à mesure que j'ai progressé dans mes recherches, je me suis rendu compte à quel point ce processeur était particulier et qu'effectivement, Apple a marqué un tournant à ce moment-là. Il est évident que cette question est celle qui vous turlupine depuis des mois. On va y répondre juste après le générique. Pam, 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 pam. Arrête. Oui, non, non, non. Oui, ouais. En gros, pour qu'on ait une base commune dans la discussion, histoire qu'on se comprenne, ou en tout cas que vous me compreniez, j'ai fait des petites recherches et je vous ai simplifié un petit peu les univers des silicones. C'est comme ça qu'ils appellent les puces. Alors attention, quand on dit puce, on pense surtout au processeur ou au SoC. On va pas rentrer dans le détail de ces deux éléments-là, mais en gros, c'est le cerveau d'un ordinateur. C'est l'endroit par lequel toutes les informations vont passer, vont être traitées. Quand vous lancez un programme, quel qu'il soit, c'est le processeur qui va recevoir l'information de lancer un programme et qui va le lancer. C'est lui qui va dire, il y a une petite croix en haut à droite, ne cliquez pas. Mais c'est lui qui le dit. Ces puces, ces processeurs sont la base de l'ordinateur. C'est ça qui le fait fonctionner. Je vais vous résumer l'univers. N'ayez pas peur, ça va pas être hyper technique. Alors, comme je viens de vous le dire, en gros, on va avoir deux typologies de produits. On va avoir du coup les ordinateurs traditionnels et tous les devices portables, donc les périphériques portables. Comme vous l'avez compris tout à l'heure, tous les logiciels vont transiter par le CPU. Et c'est lui qui va effectivement traiter l'information. On va avoir deux grandes races, si on peut parler comme ça, enfin je crois, enfin oui, normalement, deux grandes races de CPU, les x86 et les ARM. C'est la manière dont on va discuter avec le processeur. C'est la manière dont on va envoyer l'information de la manière la plus basique au processeur pour qu'il traite le truc. C'est ce qu'on appelle un jeu d'instructions. C'est le jeu d'instructions x86 et le jeu d'instructions ARM. x86 appartient à Intel. ARM appartient à ARM. Aujourd'hui, sur le marché, on va avoir globalement deux grands faiseurs de puces x86. Ce sont les puces qu'on utilise traditionnellement sur les ordinateurs. Intel et AMD. Évidemment, il y en a quelques-uns d'autres, mais clairement, c'est pas le sujet aujourd'hui. On les colorie en bleu et en rouge traditionnellement uniquement parce que c'est la couleur des marques. AMD est rouge et Intel est bleu, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Ces deux marques vont donc, une fois qu'elles ont acheté la licence x86 à Intel, que ce soit Intel en interne ou AMD qui est une autre société, ils vont designer des processeurs. Intel va ensuite les fabriquer dans son propre réseau de fabrication parce qu'ils ont des usines pour ça, et AMD va les sous-traiter. Le résultat final est assez simple, c'est que tous les deux font fabriquer des processeurs. Ces processeurs-là, on va avoir deux moyens de les consommer, soit vous les achetez directement comme ça pour monter votre PC vous-même, soit c'est revendu à des fabricants d'ordinateurs qui, eux, vont l'intégrer dans des ordinateurs qui vont vous vendre et qu'on va retrouver sur le marché. Typiquement, tous les ordinateurs portables. De l'autre côté, on a ARM. Alors ARM, c'est une structure qui, en gros, a développé ses propres processeurs, mais en interne. Ils ont décidé dans les années 80, parce qu'à l'époque c'était encore faisable, de designer leurs propres processeurs pour leurs propres besoins. Et donc, ils ont créé ARM. Cependant, ARM a une particularité par rapport à Intel qui lui fabrique ses processeurs. ARM n'a jamais fabriqué de processeur jusqu'à la fin. Ce que fait ARM, c'est qu'en gros, ils ont mis leur savoir-faire, en fait leur jus de cerveau en licence, ce qui leur permet en fait de revendre cette licence à d'autres fabricants qui, eux, vont fabriquer des processeurs. On va avoir plusieurs manières de fonctionner. Par exemple, l'entreprise Qualcomm est une autre société, un peu comme ARM, qui principalement fonctionne avec du jus de cerveau. C'est-à-dire que Qualcomm, eux, vont prendre les technologies d'ARM, vont prendre en fait la structure ARM,
vont développer des processeurs complets dans lesquels ils vont rajouter plein d'autres éléments. Et c'est là qu'on va parler de SoC à ce moment-là, et plus de processeurs, parce qu'on va aussi rajouter une partie graphique, de la mémoire et des choses comme ça. Ils vont le faire sous-traiter. Ils auront donc des puces finales qui, eux, en B2B uniquement, vont revendre à des fabricants de téléphones ou de tablettes qui, eux, vont fabriquer des produits finis qui vont vendre et qui vont mettre sur le marché. Une autre typologie d'entreprise, c'est celle de Samsung, par exemple. Samsung va, elle aussi, acheter une licence en ARM, va l'utiliser, va développer des SoC, donc des puces qui fonctionnent complètement et qui vont intégrer dans leurs propres produits. Et donc, ils vont faire des produits finaux directement. Dernier cas de figure, c'est Apple ou Google. Et Apple, c'est celui qui va nous intéresser au final. Apple et Google, eux, vont acheter le savoir-faire d'ARM aussi, vont optimiser les puces à leurs propres besoins. Comme ils ne savent pas fabriquer vraiment de puces, ils vont les sous-traiter, ils vont les récupérer de nouveau et les intégrer dans leurs produits. Et ils vont vendre des produits finis. Ça va, vous me suivez? Et donc, le monde est simple, il est divisé en deux. Tous les ordinateurs portables et les ordinateurs fixes et les serveurs, eux, fonctionnent en x86. Et de l'autre côté, vous avez tous les mobile devices, donc les périphériques mobiles, les tablettes, les téléphones, etc., qui fonctionnent sur un univers ARM. Et il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Parce qu'en fait, quand vous développez un logiciel, si vous voulez le passer de l'un à l'autre, il faut le redévelopper, il faut le retravailler. Alors, il y a des logiciels qui facilitent ce switch de l'un à l'autre. En attendant, il faut le refaire. Et donc, on a deux mondes qui vivent de manière parallèle. Donc, le x86 ont la particularité de pouvoir résoudre des calculs complexes rapidement. Par contre, il y a un mais, il y a un gros mais, c'est que ça consomme beaucoup d'électricité. Autant vous dire que dans les années 80, le fait d'optimiser l'énergie de sa puce, on s'en fout. Et la raison à ça, c'est qu'au moment où on a créé ce type de puce, on cherchait de la performance, on s'est jamais dit que les mecs allaient se balader avec. C'était pas du tout la question du moment. Regardez-moi à quoi ça ressemblait. C'est pas beau ça. C'est IBM d'ailleurs qui leur a mis la pression pour qu'ils sortent des puces en x86. Et donc pour faire simple, l'ARM s'est retrouvé dans une situation où effectivement le marché a été très vite trusté par Intel, et donc ils ont dû trouver en fait des niches dans lesquelles se développer. Ils ont été obligés donc de se développer de manière un peu différente en différenciant leurs produits. Et c'est pour ça qu'ils ont fait un très gros focus sur l'optimisation énergétique de leurs produits. La particularité des puces ARM, c'est que vous pouvez un peu la modifier comme ils ne vous filent pas une version finale. À vous de rajouter les petits éléments qui manquent. Et en fait, c'est exactement ce que vont faire les grandes entreprises. Apple, Samsung, Nvidia, ils vont tous acheter le savoir-faire d'ARM et donc pouvoir personnaliser un petit peu la puce. Mais du coup, revenons-en à notre question de base. Le Apple M1. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réfléchi et se sont dit, mais en fait, notre produit Apple, c'est un périphérique portable. Il n'a rien à foutre avec une puce x86. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris leur PC, ils n'ont rien touché sur le PC, ils ont retiré le processeur de chez Intel et ils ont mis un processeur ARM maison à la place. Et ce qui fait qu'ils ont déplacé un petit peu la ligne qui séparait les deux univers. C'est-à-dire que pour Apple, dorénavant, tous leurs produits fonctionneront en ARM. Et de l'autre côté, on va avoir encore des PC fixes qui sont en x86, donc l'ancien système, mais qui n'est pas un ancien système parce qu'il est ultra puissant. Et c'est vrai que pour les fixes, c'est toujours le bon produit à utiliser. En revanche, pour les produits mobiles, comme ça consomme trop le x86, et bien du coup, sur les parties mobiles, ça vaut le coup d'être en ARM. Avec le temps, ARM a réussi à rattraper son retard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un ordinateur portable, potentiellement sous ARM, pourrait être aussi puissant qu'un produit sous Intel ou AMD. Et ce qui signifie que du coup, le x86 a beaucoup moins de sens sur ce type de produit-là. Parce qu'en fait, on est principalement limité par le côté mobile du produit. On ne peut pas lui mettre une batterie énorme, parce que de toute façon, on est limité, en plus, à 100 MWh. Parce qu'en dessous, c'est pas légal. Enfin, c'est pas que c'est pas légal, tu peux pas l'emmener en avion, ça devient très vite chiant, quand même. Oui, ils ont peur que ça explose. Ils n'ont pas tort, hein, ça peut arriver. Et du coup, vous comprenez que Apple, en bougeant cette limite entre les deux univers, fout un peu le bordel. Ça signifie que les développeurs vont être obligés d'avoir des logiciels en x86 et en ARM. Donc si votre programme n'avait pas vocation à être utilisé sur un téléphone portable, il n'y avait aucune raison d'en faire une version ARM. Mais dorénavant, comme même les ordinateurs portables sont en ARM, il va falloir en développer deux versions. Parce que oui,
Le x86 continuera d'exister parce que c'est ultra puissant quand c'est bien alimenté, mais ça a moins de sens sur le mobile. Apple n'avait pas été le premier à faire ce move. C'est-à-dire que Windows l'avait fait sur ses propres produits Surface il y a quelques années. Mais là où Apple a réussi et que Microsoft a raté, c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire switcher les utilisateurs. Et ils l'ont raté pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas emmené avec eux les développeurs. C'est-à-dire que les développeurs n'ont pas reçu assez d'outils pour simplifier leur passage de x86 à ARM. Ça signifie qu'il fallait tout refaire. Ce qui a eu pour conséquence que du coup Microsoft s'est retrouvé avec un Windows sur lequel on pouvait faire tourner quasiment aucune application. Et donc en fait les gens étaient dégoûtés d'avoir acheté ça. Parce que tous les logiciels que tu voulais utiliser, ils étaient en x86. Sauf que là où Apple a été malin, c'est qu'ils se sont assurés avant de lancer le produit que la transition était hyper facile à faire pour les développeurs. Et en gros, pour l'utilisateur final, c'était complètement transparent. Ça signifie qu'en fait, il n'a aucune idée qu'il est passé sous ARM. Il a gagné quelques heures de batterie. L'utilisateur final, il est comme un dingue. Il n'y avait que du positif pour lui. Donc, ils ont réussi leur transition. C'est donc un truc qui trottait dans la tête des gens il y a longtemps. C'est pas une petite invention comme ça. Mais encore une fois, Apple prend les idées des autres, mais au moment où il les développe bien. Mais du coup, ma question de base, c'était de me dire, mais pourquoi est-ce que les mecs, ils s'emmerdent à développer des puces eux-mêmes? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Qualcomm, par exemple, fait des très bonnes puces. Pourquoi s'emmerder à en fabriquer soi-même? Parce que c'est une question qui n'était pas claire. Première idée qui m'est venue à la tête assez simple, je me suis dit, Apple, Samsung, etc., ils en ont marre en fait de payer des fabricants de puces. En fait, c'est pas la raison. Parce qu'en fait, c'est hyper compliqué à faire, ça coûte très cher, tu prends des risques de ouf, et potentiellement tout ça pour arriver techniquement à peu près la même chose. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de plus-value financière à faire ça. Ils le font pas pour le plaisir. Et je vais vous expliquer pourquoi ils fabriquent tous leurs propres puces. En réalité, Apple en fabrique depuis le début de l'iPhone, quasiment. C'est-à-dire qu'à partir de l'iPhone 4, Apple fait ses propres puces en ARM pour ses téléphones. Ça signifie que ça fait déjà un bon moment qu'ils savent faire des puces en ARM. En parallèle, ils ont développé leurs puces M1. Ça signifie qu'aujourd'hui, Apple ne fait que des puces maison. Ne font que leurs propres puces. Tous leurs ordinateurs fonctionnent avec leurs propres puces. Samsung, eux, ont leurs puces Exynos qu'ils mettent dans certains de leurs téléphones, pas tous. Ils font un mix entre des puces de chez Qualcomm et des puces qu'ils ont faites en interne. Google a lui aussi ses propres puces. Les Tensor G1 et G2. Mais là aussi, je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Ça fonctionnait très bien avec des puces de chez Qualcomm. Quelle idée ils ont eue. Donc comme je vous dis, j'ai exclu l'avantage financier qui était de fabriquer ses propres puces. J'ai lu il n'y a pas longtemps que ça avait coûté plusieurs milliards d'euros à Apple de lancer leur fameux puce ARM sur iPhone à l'époque. Ça signifie que c'est pas un bon plan financièrement. Même un peu risqué d'ailleurs. Pour moi, c'est un peu comme si tu décidais de refaire les autoroutes parce que celles que tu utilises actuellement ne passent pas tout à fait par les chemins qui t'intéressent. Et c'est là où les objectifs entre ces entreprises-là divergent. C'est donc par pur intérêt stratégique que les entreprises créent leurs propres puces maison. Et je vais vous expliquer comment. Donc, l'avantage des puces ARM, par exemple, c'est qu'elles sont quand même pas mal modulables. Ça signifie que vous pouvez les coller à vos besoins et à votre stratégie d'entreprise. Ça signifie, par exemple, que quand Google lance une puce qui s'appelle la Tensor G1, les deux gros focus, c'est la photo et la possibilité de transcrire rapidement la voix en écrit. Et ça, il y a une partie dédiée sur la puce pour ça. Parce qu'en fait, c'est leur grande marque de fabrique, c'est leur savoir-faire, ils savent faire ce truc. Donc, autant l'optimiser avec une puce spécialement dédiée. Ça marche aussi pour Apple. Apple, s'ils font des puces, des A14, des choses comme ça, en gros, c'est parce que ça colle à leur stratégie. Leur stratégie, c'est il ne faut pas que ça consomme trop d'énergie, il faut des puces qui fassent tourner parfaitement notre iOS, etc., etc. Donc, en fait, ils vont coller la puce à ce qu'ils veulent faire. Et quand vous développez par exemple une nouvelle technologie et que vous avez besoin d'un support hardware, donc un support sur la puce pour réaliser cette technologie rapidement et de manière fluide sans qu'elle consomme trop, vous pouvez modifier directement la puce. Et ça évidemment c'est pas possible quand vous travaillez avec Intel par exemple ou avec Qualcomm. Vous pouvez pas lui dire fais-moi des puces sur mesure, même s'il pourrait potentiellement le faire. Mais en gros ça correspond pas alors forcément à leur stratégie. Ce qui fait que du coup, si vous utilisez des puces et donc vous n'êtes pas le fabricant, en tout cas le designer, ça signifie que vous êtes dépendant de la stratégie d'une autre entreprise. Et ça, c'est le gros problème d'Apple. Quand il s'est avéré que les puces Intel ne sortaient pas tout à fait à la date prévue, et bien votre produit ne sort plus à la date prévue non plus. Sauf qu'Apple, ils sortent un produit tous les ans à une date spécifique.
Du coup, prendre le risque d'attendre une entreprise comme Intel, parce qu'eux, ils sont pas prêts sur leur processeur, ça n'amuse pas du tout une entreprise comme Apple. Et autre élément, c'est que les produits ne sont pas optimisés pour Apple. Ça signifie qu'en gros, le x86, ça doit être un processeur grand public. Il faut qu'il y ait un maximum de gens qui utilisent ce processeur-là pour rentabiliser son design et pour faire un maximum d'argent. Et évidemment, quand du coup tu la livres directement comme ça à Apple, ça les amuse pas. Et donc on uniformise tout l'univers Apple pour arriver peut-être dans quelques années à un seul OS qui fonctionne surtout, avec un seul programme qui fonctionne surtout, et une fluidité parfaite entre tous les objets. Apple va pouvoir, par exemple, optimiser chaque produit, chaque puce pour chaque produit, ce qui n'était pas possible avec Intel. Ils envoient un message clair à tout le monde qui est le x86, ce n'est pas fait pour les ordinateurs portables, c'est fait pour les ordinateurs fixes, et en plus de ça, je veux reprendre ma stratégie en main et sortir des produits, des quantités, des variants, etc., comme je veux. Et ce MacBook M1 a vraiment marqué le tournant d'Apple, qui du coup est devenu une entreprise qui faisait l'intégralité de son produit. C'était une vidéo que j'avais vraiment envie de faire, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si vous voulez revoir ma petite face de rat, vous avez la chance, il y a une autre vidéo qui parle de Meta, de Facebook, et la raison pour laquelle ils ont créé un produit comme l'Oculus Quest 2, qui est un casque de réalité virtuelle. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.